Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Ensemble c'est mieux. J'espère que vous allez bien. C'est déjà la fin de la semaine. Et oui, on est très triste parce qu'on aime bien être avec vous. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est le week-end, on va se reposer. Mais pas du tout, on est tous en forme. Tout le monde est en forme. Jeanne et Yo-Yo sont en forme évidemment. En coulisses, vous avez Laurent le rédac chef, Arnaud qui l'épaule, Fanny la script, Katoche qui nous maquille, tous les gens du son, la lumière derrière avec Olivier, la régie. Bref, tout le monde est en pleine forme. Aucun burn-out. Alors, non. Eh oui. Pas de burn-out, c'est ce moment où on est capote. Figurez-vous que ça peut arriver quand on est parent. Et oui, je ne savais pas non plus, avant qu'on prépare cette émission, ça s'appelle le burn-out parental. On n'en peut plus, on stresse pour les enfants, faut s'en occuper, on dort plus, et voilà, et résultat, on est complètement cramé. Et c'est notre dossier du jour, on va tout comprendre dessus grâce à Yo-Yo et grâce à son invitée l'étonnante, Gladys Rowell, accompagnatrice en parentalité et coach certifié. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, on va tout découvrir ensemble tout à l'heure. Ça va Yo-Yo, toi t'as une famille, nombreuse. Ouais, j'ai une famille, ouais. Ah oui, combien d'enfants déjà? J'ai 3 enfants. 3 enfants. Alors, on se rend compte, et jamais de burn-out parental. Bah, pour l'instant, je ne pense pas, mais on va voir avec Gladys justement qu'on s'en rend pas compte quand on est en burn-out. Comment ça, on s'en rend pas compte? Ah non, c'est juste. Comment ça met énormément de burn-out, on s'en rend compte? Je ne comprends rien. On va vite décrocher, c'est le dossier du jour. Quel suspense incroyable. Dossier du jour. Bon, alors, Yo-Yo, je vais quand même être franc avec toi. Avant qu'on reparte l'émission, je n'avais jamais entendu de ma vie parler de burn-out parental. Première nouvelle. Alors, c'est un peu nouveau, Gladys, ce terme. On l'emprunte, bien sûr, au burn-out, au monde du travail, parce que finalement, il y a bien des similitudes. On le date à peu près de quand cette notion, Gladys, de burn-out parental? Bah, tout dépend qui en parle. Est-ce que ce sont les professionnels ou est-ce que c'est le grand public, en fait? Donc, le burn-out professionnel, aujourd'hui, il n'est pas encore reconnu en tant que pathologie. Donc, de là à reconnaître le burn-out parental... Attends. C'est pas encore reconnu? Le médecin peut pas dire monsieur a un burn-out. En tout cas, c'est pas à ma connaissance aujourd'hui, c'est pas un motif d'arrêt maladie reconnu par la sécurité sociale. Bah, on en fera un sujet alors du burn-out. Ah bah oui, là, c'est dingo. Bah, alors, je reviendrai avec ma casquette de pro. Voilà. Alors le burn-out parental, donc on va un petit c'est quoi donc? Eh ben voilà, c'est quoi donc? On va regarder un petit c'est quoi donc. Récupérer Sam chez la nounou et Lily à la danse, payer la cantine, faire les machines, le dîner, les courses. Vous n'en pouvez plus et ne rêvez que d'une chose, partir en vacances sans enfants. Eh bien, dites-vous qu'on ne vous juge pas et que vous n'êtes pas seul du tout. Car le burn-out parental touche plus de 5% des parents en France. Aussi bien les mères que les pères. Apparu dans les années 80, cette expression veut littéralement dire brûler à l'extérieur. Ce qui signifie un état de saturation ou d'épuisement. En d'autres termes, vous êtes au bout du rouleau. Dès qu'il est question de vos petits, vous ressentez un épuisement physique et psychique, un détachement affectif ou encore une perte totale d'épanouissement dans votre rôle de parent, et patati et patata, ne vous jetez pas la pierre, cela ne fait pas de vous un mauvais parent. Le sentiment de burn-out vient du désir de perfection. Vous voulez que votre enfant nage comme Laure Manodou, qu'il soit aussi talentueux que Mozart et que vous deveniez aussi pédagogue que Françoise Dolto. Forcément, en mettant la barre si haute, vous avez de quoi être déçu. Et face à cela, tout le monde réagit différemment. Problème de sommeil, saut d'humeur, baisse de la libido, prise ou perte de poids, négligence face aux enfants. Dans les cas les plus extrêmes, on parle même d'idées suicidaires. Pour ne pas en arriver là, il n'y a aucun remède miracle. Parlez-en. À vos proches, votre médecin de famille, un spécialiste, déléguez si vous le pouvez et acceptez que ni vous, ni vos enfants ne seront jamais parfaits. Car la perfection, ça n'existe pas. Bah dis donc, ça fait un peu flipper tout ça quand même. Oui, en plus, aucun remède miracle, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut en parler? Ah bah voilà, c'est pour ça qu'on fait un sujet aujourd'hui, pour en parler avec... La chemise s'ouvre légèrement. Oui, c'est c'est un burn-out chemisal. Voilà, c'est un burn-out chemisal vestal, mais ça c'est un autre problème. Gladys Rowell, pardon. Ça y est, je suis tout émoustillé, on parle de ma chemise, on parle de ma veste, on parle de mes cheveux. Encore, on n'a pas parlé de PQ. On va parler de PQ après. Est-ce qu'on peut se concentrer? Puis en plus, Gladys est cachée derrière la plante, donc je vois une petite tête qui dépasse et je me dis mais où est mon invité? Alors, Gladys Rowell, vous êtes accompagnatrice en parentalité. D'abord peut-être avant de se lancer dans le burn-out. Qu'est-ce que c'est qu'accompagnatrice en parentalité? Et en fait mon métier c'est d'accompagner les parents où qu'ils se trouvent. C'est-à-dire soit ils viennent à mon cabinet parce qu'ils ont envie d'être accompagnés en couple ou en individuel, soit dans le cadre de conférences, d'ateliers. Et là je suis invitée par des collectivités, des associations de parents d'élèves, des collectivités territoriales, etc. Et du coup sur des thématiques
comme l'estime de soi, par exemple, comment élever ses enfants dans l'estime d'eux-mêmes, voilà, différents sujets. Et l'idée, ça peut être aussi en entreprise sur la question de la communication bienveillante, par exemple, où on peut aider en fait les salariés à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. On verra aussi que c'est un lien avec notre sujet. Complètement. Oui. Et du coup, de pouvoir apporter des petites graines et des outils, parce que le monde a un peu changé quand même. Et alors, burn-out. Le monde change sans arrêt. Ah, le monde n'arrête pas de changer. Les chemises changent, les vestes changent, les plans changent, mon conducteur change, tout change. Et c'est pour ça qu'on aime cette émission, parce qu'elle change tout le temps. Si vous voyez ce que je veux dire. Et écoutez bien ce que va nous dire Gladys Rowell, parce que le burn-out parental, ce n'est pas l'épuisement. Parce que souvent, on se dit, oh, je suis fatigué, j'en peux plus, je suis en burn-out. Comment on fait le distinguo entre burn-out et épuisement? Eh ben, le burn-out va commencer par une phase d'épuisement. Nécessairement, on est fatigué, etc. Mais ça fait partie aussi, entre guillemets, de la réalité quand on est parent, qui plus est quand on a une activité professionnelle. Surtout au début, quand il fait passer nuit et tout, alors là, quand l'enfant fait pas, on est crevé. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, le système de burn-out, c'est vraiment une histoire de stress chronique, en fait. C'est-à-dire que le stress va s'installer, il va devenir chronique. On va avoir des moments de respiration, mais qui vont être en fait insuffisants pour combler la dépense en fait et les efforts. Donc, il va y avoir un déséquilibre entre les ressources qu'on va avoir et finalement les efforts et tous les stress, les agents stresseurs qui vont être là en fait. Si on peut revenir justement sur les agents stresseurs, qu'est-ce que vous entendez vous? Parce que ça c'est du jargon très professionnel, très technique. Les agents stresseurs, c'est quoi? En fait, devenir parent, c'est pas si simple en fait. Devenir parent, c'est avoir peur qu'ils soient malades, c'est avoir peur qu'il leur arrive quelque chose. C'est marrant ce mot que vous dites parce que c'est exactement ça. Moi, d'un seul coup, dès que mon fils est né, j'ai découvert la peur que j'avais jamais connue de ma vie. C'est un truc de fou. C'est que tu as peur tout le temps. C'est horrible. Ça. Tout le temps, 24/24. Tu ne fais qu'une pensée. Alors, Voilà. tu as plein d'amour et tout ça. Mais c'est vrai que c'est une donnée que je ne connaissais pas avant moi. Donc oui, la peur, ça joue. Et puis le fait de se sentir très très responsable, c'est-à-dire qu'ils sont très vulnérables les petits. Et donc du coup ça met aussi une pression en fait sur quand on devient parent. Et ben on change de planète d'une certaine façon. Ça peut être la chose aussi, la peur de pas bien faire, la peur de mal éduquer, la peur. C'est ça. C'est la peur tout le temps la peur. C'est aussi la pression de la société où on veut être un parent parfait. Faut que notre fils y fasse ou nos enfants de la musique, du piano. Faut que je sois toujours dispo. Faut que j'ai mon boulot mais que je sois à la sortie de l'école. Faut que je les accompagne. Faut que je prépare les goûters. C'est ça aussi. Alors moi je trouve que la description c'est vraiment ça et en même temps pour moi là-dedans c'est pas vraiment d'être parfait en fait. C'est quelle hauteur la société nous demande en fait. C'est-à-dire que finalement l'idée c'est pas d'être parfait, c'est qu'on est bien intentionné à la base. On est avec de magnifiques intentions d'être disponible et pour son enfant et pour sa vie professionnelle et éventuellement pour sa vie de couple et sa vie de sportif et on en rajoute. Et là-dedans on a oublié qu'en fait humainement c'est pas tenable en fait d'être au taquet tout le temps comme ça. Et c'est là qu'effectivement quand on est tout le temps dans l'effort et que la ressource ne vient pas compenser, c'est difficile. Ce qui fait qu'il ne vient pas compenser, c'est qu'aujourd'hui, on est seul à élever les enfants. En fait, on dit, il y a un proverbe africain qui dit il faut un village pour élever un enfant. Mais aujourd'hui, les liens familiaux, les liens de solidarité autour de l'éducation des enfants, il y en a pas beaucoup. Alors, surtout avec l'éloignement géographique, il y a des grands-parents qui parfois sont très très mis à disposition, mais il y a beaucoup de familles qui doivent faire sans grands-parents. Et quand vous voulez un coup de main parce qu'il faut aller récupérer un tel au karaté, puis en même temps il faudrait que vous soyez à la danse et puis voilà, finalement sans le vécu quand même. Hein, de demander de l'aide aux parents, on va le faire aux parents du copain, on va le faire une fois, puis peut-être pas deux fois parce qu'après on ne sait pas si on va pouvoir rendre. Vous voyez tous ces liens de solidarité, en fait, ils se sont aussi étiolés en fait. Et quelles sont les conséquences du burn-out? Oui, parce que quand on dit burn-out, ça veut dire quoi? On est cloué au lit, on peut pas bouger comme un légume. Les conséquences? On parle. C'est quoi? D'insomnie, problèmes de santé, c'est quoi exactement les conséquences? Le burn-out, en fait, c'est que ça soit professionnel ou parental, c'est à un moment donné vous faites le hamster dans la roue, et puis à un moment donné le hamster il est éjecté de sa roue en fait. Le corps il finit par dire stop en fait. Le corps il dit voilà. Alors ça peut être tout un tas de symptômes. Hein. Ça peut être effectivement des troubles du sommeil. Une fois que les enfants sont en train de dormir, nous on n'arrive plus à dormir. Ça peut être effectivement des difficultés de concentration. Ça peut être des troubles de l'humeur. Ça peut être tout ça. Mais ça peut être au point où on peut plus bouger de son lit. Oui, alors il y a des moments où effectivement on peut avoir une telle sensation d'épuisement, notamment dans certaines situations où
et on peut plus, en fait. Il y a plus, c'est-à-dire qu'il y a plus d'eau pour arroser la plante. C'est à sec. Donc, si on veut pouvoir élever nos enfants, il faut quand même qu'on ait du carburant, en fait. C'est pour ça que la plante est là depuis le début. Voilà, c'est pour illustrer. Mais deux pour choses dire par qu'il rapport faut à ce que arroser la plante. Il faut arroser la plante, mais par rapport à ce que tu dis, pourquoi on peut être cloué au lit? Oui, parce que ça peut conduire à la dépression, mais ça peut aussi, et ça je l'ai découvert, conduire à des dépendances. L'alcool, on parlait des hommes qui peuvent rester plus longtemps au travail en disant moi, je ne rentre pas à la maison. J'ai peur de rentrer à la maison, ça je connais ça. Je bosse des heures pas possibles, je suis accro aux jeux en ligne, etc. Ça aussi, c'est une manifestation du burn-out. C'est-à-dire qu'on va essayer de privilégier un endroit où on va se sentir un peu efficace. Et avoir la sensation qu'on est efficace, c'est protecteur. Et donc, du coup, si on est bien, entre guillemets, au boulot, et du coup, on va aller surinvestir cette sphère-là, en fait, puisque plutôt que de rentrer à la maison où peut-être qu'il va y avoir des cris, peut-être que il va pas être disponible, l'enfant, pour prendre le bain au moment où on a décidé, peut-être que les devoirs, ça va être compliqué. C'est cette vie parentale-là aussi, sachant que il y a quand même une transition par rapport à la parentalité. C'est-à-dire qu'on n'éduque pas nos enfants comme nous-mêmes on a été éduqués. La plupart du temps, on a envie de faire un petit peu autrement quand même. C'est vrai qu'il y a eu une révolution, une rupture. Avant, nous, on n'a pas connu ça, mais peut-être nos parents et surtout nos grands-parents, interdiction de parler à table, interdiction de répondre. Ouh là là, c'est fini. Là, ça, c'est terminé, mais on est passé... Tu te lèves pas avant que tu aies fini le dessert. Oui, voilà, parles pas, comment on fait avec parce qu'on a aussi la pression des grands-parents qui nous disent dis donc, moi, à ton âge, ça se serait pas passé comme ça, je l'aurais pas laissé me parler comme ça, le gamin, là. Mais après, qu'est-ce que tu veux? Les grands-parents, au début, ils voient une tablette, ils disent qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, bien sûr. Mais il y a cette pression. Il y a cette pression aussi qu'on subit, Gladys. Oui, on est tout à fait dans une transition. Et du coup, effectivement, c'est une révolution parce que les rapports ont changé et que autrefois, en gros, un enfant, il était dans ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il obéisse. Et point barre, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on est dans autre chose. Alors, le autre chose, il est en construction. Il est en construction aussi chez chacun de nous, en fait. Quand on devient parent, on essaye, on teste, on essaye de voir, etc. Et puis, suivant notre capacité à gérer nos émotions, ça va être plus ou moins difficile. Suivant aussi nos blessures, en fait, ce qu'on a reçu aussi quand on était enfant. Est-ce qu'on a été accueilli ou est-ce qu'on a été attendu ou pas attendu? Ça change quand même la donne. Là, la parentalité, elle a quand même le virage, il est aussi là. C'est qu'aujourd'hui, on a des enfants et la plupart, ils ont été faits exprès, quoi. Et ça change par rapport à la génération, les générations d'avant. Donc forcément, on investit plus nos enfants puisqu'ils sont désirés. Donc ça, c'est vraiment un changement important. Mais Gladys, comment on fait lorsque, ça y est, j'ai foncé dans le mur, le burn-out parental est avéré? Je fais comment pour m'en sortir? On prend une 24-24 pour essayer de s'en sortir. Peut-être que déjà, le burn-out parental, on ne sait pas, mais en tout cas, si on est épuisé, déjà, la première chose, burn-out ou pas burn-out, c'est de se dire que finalement, il n'y a rien de comment dirais-je, de lié à soi personnellement et que c'est pas un échec personnel en fait déjà. C'est-à-dire que finalement ça peut arriver à tout le monde. C'est important ce que vous dites parce que les témoignages montrent que les parents qui sont en burn-out parental finalement se disent après on est carrément des mauvais parents. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que du coup, on va perdre en confiance en soi, on se sent plus du tout efficace. C'est encore pire, du coup, c'est un cercle vicieux. Quoi. Exactement. Et en plus, dans le burn-out, ce qui va caractériser le burn-out vraiment, à la différence de l'épuisement parental, c'est qu'on va avoir un détachement affectif vis-à-vis de ses enfants. C'est-à-dire qu'on va être tellement mal qu'on n'est plus en capacité de sentir l'amour qu'on a pour eux. Gladys, si vous permettez, il y a deux spécialistes en France, c'est Moira Michalczak et Isabelle Roskam. Moira Michalczak et Isabelle Roskam, qui ont fait des études sur le burn-out parental. Ils ont relevé des témoignages et voici celui-ci. Écoutez bien, ça rejoint ce que dit Gladys. La première fois que votre bébé vous dit maman, c'est le plus beau jour de votre vie. Aujourd'hui, ce n'est plus un mot que je suis heureuse d'entendre. Maman, c'est devenu un mot de torture. Mais quelle horreur, mais c'est justement une personne qui est en burn-out parental, qui n'en peut plus et qui en arrive à ce point-là. C'est-à-dire que du coup, il ne s'agit surtout pas de juger, parce que cette maman, si elle en arrivait là, c'est vraiment dans un état d'épuisement et elle se rend compte en fait. Et donc du coup, elle va culpabiliser et hop. Tout à l'heure, comme vous disiez, c'est le cercle vicieux. Rebelote. Et là, on va, c'est comme si on allumait le gaz, vous voyez, sur une cocotte minute, et puis on a bien fermé le couvercle, quoi. Et donc là, pardon, non, je vous en prie, continuez. Donc là, ce qu'il va falloir commencer par faire, c'est essayer de couper le gaz. Essayer de couper le gaz, faire le tri dans ce qui est impératif et ce qui ne l'est pas.
Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir du relais? Est-ce que quelqu'un peut aller conduire Nathalie à la danse, des amis, etc. Nounou, des relais, des choses. Se faire aider donc en premier. Et puis être conscient que c'est pas parce qu'on se fait aider qu'on est incompétent, qu'on est nul. Voilà. Ça, c'est Au sûr. contraire, c'est de se dire que finalement tous les uns les autres, on est interdépendants. Ça c'est vrai en tant que parents, mais c'est aussi vrai en tant qu'humain. Les uns sans les autres. Le titre de l'émission, c'est quoi déjà? Ensemble, c'est mieux. Gladys, est-ce que aussi, on dit souvent, allez, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir. Ça aussi, ça peut être important, ça peut être une piste à explorer. Tout à fait. Alors, effectivement, pour pouvoir arroser la plante, il faut aller à la réserve. Maintenant, c'est comment on va à la réserve. Est-ce qu'on se remet une pression en se disant j'ai pas été à mon cours d'aquagym, j'ai pas été chez l'esthéticienne. Oui. Est-ce que est-ce qu'on se remet une pression en se disant oh là là, ça fait 3 fois que j'ai pas la sophrologie parce que il y avait les devoirs d'un tel à faire et puis il y avait le rendez-vous chez le dentiste, etc. Et donc du coup l'idée c'est vraiment de se dire effectivement il faut prendre soin de soi, mais prendre soin de soi c'est aussi de pouvoir se poser 5 minutes et de pouvoir se dire bah voilà hop je m'accorde ces 5 minutes pleinement, je lis deux pages d'un livre pendant 5 minutes, je vais pouvoir me dire tiens dimanche pyjama pour toute la famille. En fait, on se fait les crêpes et voilà. Ouais. Et du coup être dans des moments de relâche en fait et d'essayer de casser cette histoire de stress chronique et d'avoir des moments vraiment où on se relâche. Il faut sortir, faut aller au parc, c'est ça. Et puis il faut avoir une vie sociale, faut aller chez des amis, etc. Faut inviter. Et en fait on est au taquet tout le temps et ça c'est pas tenable. C'est vrai que c'est rigolo parce que même les week-ends, moi ça m'angoisse. Le week-end, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce que je toujours. peux l'amener? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de trucs rigolos? À chaque fois je pense qu'à ça. Ne pas oublier que l'ennui est un facteur de construction cérébrale et c'est très important pour l'enfant qu'il s'ennuie. C'est très important. Et puis aussi, et ça va te plaire, on n'est pas toujours obligé de manger légumes, féculents, protéines, machin. Alors, ça c'est sûr. De temps en temps, oui, on va faire un fast-food, on se lâche, on n'a pas le temps. Voilà, le vendredi soir, on se fait une pizza devant un programme qu'on adore. C'est pas grave, on culpabilise pas. Peut-être moi, Gladys, en guise de conclusion, parce que évidemment les sujets sont très courts. Est-ce que vous auriez, je sais pas, un livre ou des clés d'entrée? Par quoi on pourrait commencer? Parce que t'as oublié la vraie question. C'est qu'est-ce que fait ce dé géant sur le bureau de Gladys? Ah oui, alors il y a le dé, bien sûr. Ça c'est la vraie question que tout le monde se pose. Il y a beaucoup de métaphores ici sur le plateau. Pardon Gladys, le dé. Alors l'idée du dé, c'est que en fait, quand on est parent et qu'on a parfois un peu ça comme moi je vois le 1, je sais pas vous quelle est votre réalité. Le 6, c'est vachement plus beau. Et donc on a une perception des choses qui est complètement différente. Et c'est vrai que par exemple un enfant qui va ne pas vouloir s'habiller pour aller à l'école le matin, on peut se dire il nous enquiquine, franchement, il exagère, il sait très bien qu'il faut aller à l'école. Enfin bon, on peut aussi très bien se dire que en fait le matin il avait envie de prendre du temps, comme nous on aimerait prendre du temps, et que quand on a 6 ans, on n'est pas dans la projection et qu'on n'est pas dans le rapport au temps de la même façon, et que du coup peut-être si on veut aller le rejoindre, on peut se mettre sur la planète jeu et faire la course à celui qui est habillé le plus rapidement, par exemple. J'avais peur qu'on se mettait tous en pyjama et qu'on allait tous à l'école en pyjama. Plus personne ne va à l'école. Ça pourrait être mais je suis pas sûre que ça soit ok pour l'école. On peut aussi cacher les vêtements et je fais un cache-cache vêtements. Et donc du coup, c'est beaucoup plus rigolo de s'habiller en fait. L'idée, du coup, on tourne le dé, quoi. Ça veut dire, on change de point de vue. On change et au lieu de voir le 1, on voit le 6. C'est ça. Et en se disant, c'est pas le 1 qui a raison ni le 6, c'est juste une question de point de vue. Et de se dire comment je rentre dans l'univers de l'autre, sachant que c'est moi l'adulte et moi mon cerveau il est quand même fini quoi. Normalement. Normalement, oui, ça dépend parce que nous avons quelques exemples nous. Voilà. En tout cas, chez le petit de 6 ans, c'est sûr que. Très bonne image effectivement et on comprend bien la perspective. Peut-être un petit conseil de lecture pour poursuivre avec. Oui, alors pour accompagner cette transition, il y a des cycles de parents, notamment Vivre et grandir ensemble que Catherine Dumontet-Crémer a conçu et que moi j'anime avec des parents pour qui ça fait un bien fou. Et j'en terminais un hier où les parents me disaient mais tout le monde devrait pouvoir avoir accès à décoder en fait ses enfants et à retrouver de l'énergie. Donc je conseillerais le livre de Catherine Dumontet-Crémer, c'est Sans punition ni fessée comment faire, pour justement avoir des codes aussi. Comment ça s'appelle? Sans punition ni fessée. Comment faire? Voilà, c'est ça. Moi, j'aime pas les punitions, j'aime pas les fessées. Donc, c'est pour moi le bouquin. Faut que je regarde. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je rappelle que si vous voulez poursuivre aussi avec Gladys, elle intervient sur France Bleu Cotentin. Alors, vous pouvez régulièrement entendre les chroniques parentalité de Gladys Rowell sur France Bleu Cotentin. Génial. Merci beaucoup, Gladys, d'être venue.